projet ne vise pas uniquement à créer des sentiers de randonnée ou des chemins accessibles en fauteuil roulant jusqu'à l'arrêt d'autobus. Ils permettent à tout le monde de se déplacer. Ils nous aident à bâtir des communautés plus saines et plus fortes. Et sur ce front, on a franchi une nouvelle étape aujourd'hui. As Minister McKenna announced earlier this morning, we are investing $400 million for bike lanes, trails, and pedestrian bridges across the country. This is part of our historic public transit investment over the next 8 years and our plan to create 1 million jobs. This will lead to stronger communities, clean air, and new jobs. And that's a win-win. And that's our blueprint to come roaring back from this pandemic. As we rebuild from this crisis, it's up to us to create the kind of Canada we all want to see, a country where everyone has what they need to succeed. Right now, one of our top priorities is ensuring that no one misses out on vaccines. This includes Indigenous communities, which are particularly vulnerable to the virus. Vaccination is underway in over 530 Indigenous communities and communities in the territories. And for Indigenous people living in cities, we're working with the provinces and territories to get everyone their shots as soon as possible. Of course, keeping people safe and ensuring communities have the resources they need doesn't end with vaccines. And on that front, this morning, I want to talk about where we are with long-term drinking water advisories. Earlier this week, we marked an important milestone in our partnership with First Nations communities, the lifting of the 101st long-term drinking water advisory since we took office. Thousands of homes now have clean water. That's real progress, but I know that there is more work to do. As Minister Miller has said, we will not stop until everyone in every community has access to clean water. Finally, I want to end this morning on the news that the Canadian economy gained 259,000 jobs, both part-time and full-time, in February. For the workers who are back on the job and for their families, this is the good news they need. Every step of the way, our focus has been on supporting Canadians through the storm. But let's not forget there are still far too many people for whom things continue to be really tough. If that's you, know that you're not alone in this crisis. We're here to help you get through it and get back on your feet. That's exactly why we are extending the Canada Emergency Wage Subsidy and the Canada Emergency Rent Subsidy and Lockdown Support at their current levels until June, as I announced earlier this month. For places like the Hamilton Conservatory for the Arts, the wage subsidy has been the difference between having to shut down or keeping people on the payroll. And it's the same story for millions of workers right across the country. Quand on a créé la PCU en mars dernier, je me souviens de vous avoir dit qu'on allait vous apporter le soutien dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Ensemble, on va s'en sortir. Merci et je passe maintenant la parole à la Dr. Tam. Bonjour à toutes et à tous. Today, we'll start with a numbers update, closing out a week of remembrance with renewed commitment to the efforts that will shape our future. Today, there have been 899,757 cases of COVID-19, including 22,371 deaths and over 30,670 currently active cases reported across Canada. And over the past week, an average of over 3,050 new cases and 31 deaths were reported daily. At the same time, over 2,050 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, including about 540 in critical care. To date, close to 3,000 variants of concern cases have been reported across Canada, with the B117 variant accounting for over 90% of these to date. During the past year, and in the lead up to yesterday's National Day of Observance
I received many notes from Canadians sharing their reflections on the year that was, including the heartbreaks and the lessons that were revealed along the way. To all those who have lost loved ones during a year when we could not ease their passing or memorialize their lives as we would have, I extend my deepest sympathies. Though difficult times have passed without them, the day will come when we can gather again with friends and family to honor their memory and celebrate their lives. As vaccine programs continue to escalate, more than 2.7 million doses of vaccines have been administered across Canada. Over the past week, provinces and territories have administered close to 600,000 doses of COVID-19 vaccines, which is the highest number of vaccines administered in a single week since vaccination began in mid-December. We are making progress every day, and as the snow melts and the first day of spring is just over a week away, I know that we're all anxious for the finish line on this long marathon. But right now, racing towards the finish could cost us the success we've worked so long and hard for. Right now, we need to run the mile we are in and keep to a steady, cautious pace. Let's all continue to support Team Vaccine by not providing any opportunities for Team Variant to gain more ground. Before I close, I would like to say a special word of thanks to incredible public health workforce in this country and around the world. Dedicated people, too numerous to count, have and will continue to work tirelessly behind the scenes, not just since COVID-19 was declared a pandemic, but in the lead-up, during, and long after. From those who test and trace at the local level to those who bring us the latest numbers and pore over emerging evidence that shapes and adapts our guidance across every area of the response, thank you. This is truly the largest, most complex response in the history of public health, and the public health workforce in Canada has been dedicated to giving their best efforts every day. On behalf of all these quiet heroes, I dedicate my closing public health message. Please remain vigilant, follow public health advice, and keep up with individual practices that protect us and our families. It is up to you plus public health. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Nous commencerons aujourd'hui par les derniers chiffres, alors que nous achevons une semaine de commémoration où nous avons renouvelé notre engagement à l'égard des efforts qui façonneront notre avenir. À ce jour, il y a eu 899 757 cas de COVID-19 au Canada, dont 22 371 décès. Il y a maintenant plus de 30 670 cas actifs au pays. Au cours de la dernière semaine, plus de 3050 nouveaux cas et 31 décès ont été signalés en moyenne chaque jour. Pendant la même période, plus de 2050 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans nos hôpitaux chaque jour, dont environ 540 étaient aux soins intensifs. Jusqu'à présent, près de 3000 cas de variants préoccupants ont été signalés au Canada et le variant B117 représentant à ce jour plus de 90% de ces cas. Au cours de la dernière année et pendant la période ayant précédé la Journée nationale de commémoration qui s'est tenue hier, de nombreux Canadiens nous ont écrit pour nous faire part de leurs réflexions sur la dernière année, notamment les chagrins qu'ils ont éprouvés et les leçons qu'ils ont retenues pendant cette période. À tous ceux et celles qui ont perdu des êtres chers au cours d'une année où nous n'avons pu apaiser la douleur laissée par leur disparition, ni commémorer leur vie comme nous l'aurions fait en temps normal, nous vous offrons nos plus sincères condoléances. Malgré les moments difficiles passés sans eux, le jour viendra où nous pourrons nous réunir de nouveau avec nos amis et notre famille pour honorer leur mémoire et célébrer leur vie. Alors que nous exécutons plus rapidement les programmes de vaccination, plus de 2,7 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Canada. Au cours de la dernière semaine, les provinces et les territoires
ont administré près de 600 000 doses de vaccins contre la COVID-19, le plus grand nombre de vaccins injectés en une semaine depuis le début de la vaccination à la mi-décembre. Nous réalisons des progrès chaque jour. Alors que la neige fond et que nous sommes à un peu plus d'une semaine de l'arrivée du printemps, nous savons que nous sommes tous impatients de franchir la ligne d'arrivée de ce long marathon. Toutefois, à l'heure actuelle, courir vers l'arrivée pourrait nous coûter le succès pour lequel nous avons travaillé si dur et si longtemps. À l'heure actuelle, nous devons nous concentrer à franchir la distance qui nous reste à un rythme constant et prudemment. Continuons d'appuyer l'équipe des vaccins en ne laissant aucune chance à l'équipe des variants de gagner du terrain. Avant de conclure, nous voudrions remercier tout particulièrement l'incroyable personnel de santé publique ici au Canada et ailleurs dans le monde. Des personnes dévouées, trop nombreuses pour être comptées, travaillent sans relâche dans les coulisses depuis que la pandémie de COVID-19 a été déclarée. Elles le faisaient également avant la pandémie et continueront de le faire longtemps après. Des personnes qui s'occupent du dépistage et de la recherche des cas à l'échelle locale jusqu'à celles qui nous communiquent les derniers résultats et qui se penchent sur les nouvelles données probantes en vue d'orienter et d'adapter nos directives sur tous les fronts de l'intervention à la pandémie. Nous vous remercions. Il s'agit véritablement de l'intervention la plus importante et la plus complexe de l'histoire de la santé publique. Et la main-d'œuvre en santé publique au Canada s'efforce de faire de son mieux chaque jour. Pour tous ces héros discrets, nous concluons par ce message de santé publique. Restez vigilants, respectez les directives de santé publique et suivez les pratiques individuelles qui nous protègent, nous et nos familles. Nous comptons sur vous et sur la santé publique. Merci. Merci beaucoup, Dr. New. On va commencer la période des questions aujourd'hui avec le premier ministre pour 20 minutes avec une question et une sous-question. Les ministres et les docteurs resteront disponibles par la suite pour une autre 20 minutes. En commençant par le téléphone. Thank you, Dr. New. We will start questions with the PM today for 20 minutes, one question, one follow-up. The ministers and doctors will remain available afterwards for another 20 minutes. Starting with the phone, en commençant par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. For questions on the telephones, please press *1 on your device's keypad. Pour toute question au téléphone, faites *1 sur votre appareil. La première question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit ce matin en entrevue à CTV sur l'idée d'un passeport vaccinal. Vous avez semblé faire une distinction entre un passeport pour l'international puis un passeport qui serait requis pour certaines activités domestiques, là, si je peux dire. Vous semblez évoquer en fait qu'il y aurait une question de charte et de droit en parlant d'égalité. Est-ce que c'est ça le problème et du coup, est-ce dire que vous excluez l'idée d'un passeport vaccinal au niveau domestique? Je n'exclus rien, Marie. Je pense que nous allons voir comment les prochains mois vont se découler, comment on devrait s'assurer et un certain retour à la normalité, en même temps en protégeant les Canadiens le plus possible. Mais on voit très clairement qu'il y a deux enjeux par rapport à des certificats ou des preuves de vaccination. Un, ce serait cette idée qu'on aurait besoin d'une preuve de vaccination pour voyager à l'international. Ça fait longtemps que ça existe déjà. Il y a des pays dans le monde où il faut démontrer une preuve de vaccination contre certaines maladies tropicales, par exemple, pour pouvoir aller dans ces pays-là. Donc, c'est déjà bien établi et c'est quelque chose que les pays explorent activement et le Canada fait partie de cette réflexion. Mais quand vient la question de distinguer à l'intérieur de notre propre pays sur certaines personnes qui se seraient faites vacciner et d'autres qui ne pourraient pas ou ne choisissent pas de se faire vacciner, il y a des questions d'équité et de justice par rapport à de la discrimination qui pourrait être introduite. Je comprends qu'on veut
motiver et encourager tout le monde de se faire vacciner. C'est la façon par laquelle on va passer à travers cette crise. Mais il faut réfléchir à ceux qui, à cause de réalités médicales, à cause de circonstances, ne peuvent pas ou n'ont pas pu se faire vacciner. Faut avoir une pensée pour la justice et pour l'équité dans toutes nos réflexions. C'est ce que je souligne depuis le début. Mais ces conversations se poursuivent évidemment. I think it's obviously important to highlight that we want to encourage and motivate people to get vaccinated as quickly as possible. Getting as many people vaccinated as quickly as possible is the way to restore a semblance of normality in the coming months. And of course, we're going to make decisions step by step and look at all sorts of different ways, both to encourage people to get vaccinated and keep people safe. The idea of certificates of vaccination for international travel exist already and are well established. There are countries in the world where you shouldn't go unless you can prove that you've been vaccinated against certain tropical diseases, for example. That's well established. But the idea of certificates of vaccination for domestic use to decide, if who can go to a concert or who can go to a particular restaurant or engage in certain activities does bring in questions of equity, questions of fairness. There are some people who, because of medical conditions or other reasons, will not be able to get vaccinated. There are others who are not on priority lists who will have to wait much longer before getting vaccinations. These are things that we have to take into account so that, yes, we're looking to try and encourage everyone to get vaccinated as quickly as possible, but we're not discriminating and bringing in unfairness in the process at the same time. En suivi, Marie? Oui, en fait, vous avez un peu juste répété la réponse de ce matin à CTV. Donc, ce que je veux savoir, c'est s'il y a un risque de discrimination. Donc, pourquoi est-ce que vous n'excluez pas un passeport vaccinal au niveau domestique? Et puis, ma question de suivi, parlant de ne rien exclure, sur la possibilité d'élection, vous avez aussi dit que vous vouliez continuer de travailler pour gérer la pandémie jusqu'à ce qu'on ait traversé cette crise pour tout le monde. Je vous cite une traduction un peu bancale, mais c'est ce que vous avez dit. Donc, est-ce que vous excluez maintenant qu'il y ait une élection tant que tout le monde n'est pas vacciné? Sinon, c'est quoi votre critère quand vous dites on veut attendre d'avoir traversé la crise? Quel est votre critère avant de tenir une élection? Je comprends, Marie, que les partis d'opposition et les journalistes parlementaires passent beaucoup de temps à penser à des élections. Moi, je passe pas beaucoup de temps à penser à des élections. Ma priorité, c'est la COVID-19, c'est cette pandémie, c'est de rebâtir l'économie le plus rapidement et le plus efficacement possible. C'est ce sur quoi nous travaillons et nous allons continuer de travailler. Opérateur, prochaine question au téléphone. Thank you. Merci. Next question, Charlie Pinkerton, iPolitics. Line open. Good morning, Prime Minister. There was a story in the New York Times yesterday about tens of millions of doses of AstraZeneca's vaccine that's sitting in American facilities. And that's because the states themselves, they haven't approved the vaccines, so they're not being used. But the Biden administration won't approve their shipment to the European Union. Has your government reached out to the Biden administration about Canada being able to access these? Over the past weeks and months, we have engaged with all different vaccine companies, with all of our allies to talk about getting more doses to Canadians as quickly as possible. Those conversations will be ongoing. We will continue to look to get as many Canadians vaccinated as quickly as possible so we can keep people safe and bring our economy roaring back. Those conversations will continue with everyone. Depuis des semaines et des mois, nous parlons avec toutes les différentes compagnies de vaccins et nos alliés et partenaires à travers le monde sur notre désir de vacciner les Canadiens le plus rapidement possible pour qu'on puisse ramener notre économie et protéger les gens le plus rapidement possible. Ces conversations, évidemment, vont continuer. Following up. With respect, Prime Minister, you did not directly address the question. Have you spoken to the Biden administration or anyone in your government spoken to the Biden administration about freeing up these tens of millions of doses of AstraZeneca vaccine that are sitting in American facilities?
Over the past number of months, we've had lots of great engagements with the American administration on COVID-19, on working together to keep people safe, on vaccinations, on border measures. Those conversations with the Americans will continue as they do with all our partners. Au cours des derniers mois, nous avons eu beaucoup de conversations, incluant directement entre moi et le président Biden, sur la COVID-19, sur notre coopération et collaboration, sur le besoin de faire vacciner nos citoyens, notre besoin de continuer de protéger les gens par les mesures frontalières. Et nous allons continuer d'avoir ces discussions. Merci. Opérateur, dernière question au téléphone avant de passer dans la salle. Thank you. Merci. Prochaine question. Catherine Lévesque, La Presse canadienne. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Je voulais revenir sur votre rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires hier. Je voulais savoir s'ils vous ont directement redemandé, en fait, une hausse des transferts en santé de 28 milliards de dollars. Et qu'est-ce que vous leur avez répondu? Est-ce que vous leur avez confirmé, finalement, que ça ne se retrouverait pas au prochain budget? D'abord, on continue d'avoir de très bonnes rencontres avec les premiers ministres. C'était notre 28e rencontre des premiers ministres hier soir, Catherine, puis je peux souligner que ça a été une conversation extrêmement positive, mais qui était évidemment concentrée sur ce sombre anniversaire que nous marquons d'1 an depuis les débuts de la pandémie et sur le travail que nous faisons ensemble pour assurer que maintenant et dans les semaines à venir, les Canadiens reçoivent l'appui, le soutien et les vaccins nécessaires pour passer à travers. On a parlé des différents processus de vaccination, de l'augmentation des moyens de vaccination, de l'augmentation des vaccins qui arrivent. Et je leur ai rappelé que nous avions été là pour appuyer les provinces et territoires, comme on a été là pour appuyer les citoyens depuis les débuts de cette pandémie. Et par rapport aux coûts supplémentaires à cause de la pandémie liés au système de santé, nous allions continuer d'être là pour appuyer les provinces. Par rapport à l'avenir long terme de notre système de santé, j'ai souligné encore une fois que nous allons avoir ces discussions une fois qu'on passe à travers cette crise ponctuelle et que je reconnais que nous allons avoir besoin d'augmenter les transferts en santé pour le long terme. Mais maintenant, avec les dizaines de milliards de dollars qu'on a envoyés aux provinces, on va continuer d'assurer que les gens ont les ressources pour aujourd'hui et demain pendant cette pandémie. En suivi, Catherine? Oui, donc j'en comprends que donc le sujet a été abordé. Là, si je lis entre les lignes, là, vous me direz si je me trompe. Et je voulais aussi vous demander pourquoi on n'a toujours pas de date de budget. Pourquoi est-ce qu'on attend jusqu'en avril pour dévoiler un état des finances au pays? Vous ne pensez pas que les Canadiens devraient le savoir un peu avant la mi-avril? Depuis les débuts de cette pandémie, on a été extrêmement transparent avec les investissements qu'on fait pour appuyer les familles, les travailleurs, les provinces et les territoires. On va continuer d'être extrêmement ouvert avec le fait qu'on est là pour appuyer les Canadiens avec tout ce que ça prendra, aussi longtemps que ça le prendra. C'est la promesse qu'on a faite aux Canadiens. On va dévoiler la date du budget dans les semaines à venir, mais les Canadiens peuvent avoir confiance que notre approche, c'est d'être là pour investir dans nos communautés et dans la réussite et la sécurité des Canadiens. C'est pas l'approche de tous les partis politiques. On voit un grand débat là-dessus avec les conservateurs qui disent qu'on en fait trop rapidement. Ça va certainement être des conversations qu'on va avoir autour du budget, mais je peux vous dire que déjà les bonnes nouvelles qu'on voit par rapport à la reprise économique, c'est lié au fait qu'on a fait des investissements pour s'assurer que les Canadiens puissent passer à travers de la bonne façon de cette pandémie. Merci. On va maintenant passer aux questions dans la salle. Good afternoon, Mr. Trudeau. My name is Mal Hamidian with the Canadian Press. You have talked repeatedly over the last half year or so about building back better. And you have also you had actually to repeatedly hold off on bigger picture plans in favor of extending temporary measures and programs to help Canadians through the pandemic. What economic or other markers are you looking for in switching from crisis response to bigger picture recovery? Well, I think everyone knows that we have to get through this pandemic.
we have to make sure that Canadians are safe. That is the top priority of this government, and that will continue to be the top priority of this government. At the same time, we recognize that one of the best ways of ensuring that our economy comes back strongly, comes roaring back as we get through this pandemic, is to make sure we're giving Canadians the right supports throughout this pandemic. That's why we made a simple promise. We'd be there for people as long as it took, as much as it takes. And that's what we're going to stick with. Next question in the room. Mr. Trudeau, Chris Nachkate, CTV National News. President Joe Biden last night said Americans are going to be able to have a July 4th barbecue because every American will have their shot by then, a somewhat return back to normal. When are you going to formally change your vaccination timeline for Canadians? The big vaccination timeline that we have been talking about for a long time now has always been the end of March. And we had a goal of vaccinating or getting 6 million doses into Canada by the end of March. We're now looking at over 8 million doses by the end of March. So that is good news. We have also made repeated commitments to Canadians that everyone who wants to get vaccinated will be vaccinated by September. That continues. But in my conversation with the provinces last night, we heard from a number of people who are looking to have everyone received a first dose earlier than that. We will continue to work with experts, work with the various provinces, and do everything we can to get everyone vaccinated as quickly as possible so we can get back to normalcy as soon as possible. Nous avons toujours parlé de deux cibles spécifiques en matière de vaccination. D'abord, fin mars, on avait parlé de 6 millions de doses qui seraient livrées au Canada. On parle maintenant de plus que 8 millions de doses qu'on va avoir au Canada avant la fin mars. Et l'autre cible qu'on visait, c'est d'assurer que tout le monde puisse se faire vacciner avant la fin septembre. On est tout à fait enligné pour ça, mais je peux souligner que à parler avec les différentes provinces hier soir, on a entendu qu'ils ont des espoirs de pouvoir vacciner beaucoup de gens, au moins avec une première dose avant la mi-été. Donc, on peut espérer qu'on va pouvoir avoir des meilleures nouvelles dans les mois à venir, mais nous allons continuer notre travail pour assurer par tous les moyens possibles de vacciner le plus grand nombre de Canadiens le plus rapidement possible pour pouvoir revenir à la normale dès qu'on pourra. Prochaine question. John Perry, CBC. When Donald Trump even threatened to block PPE, there was an uproar in this country. And now you've got the Biden administration actually blocking shipments of vaccines. What do you think about that action by the Biden administration? And are you worried that this kind of response from the United States is going to threaten Canada's shipments of AstraZeneca vaccine? None of the vaccines that we have been contracted for or promised to Canadians have been blocked either by the European Union or by the United States. We have signed significant contracts for tens of millions of doses that will be arriving in the coming months, and we are confident that there will not be interruptions to those vaccines. But it's one of the reasons why we have signed a more diverse portfolio than just about any other country, for more potential doses per Canadian than for any other citizens in the world, because we knew that there was always a potential of challenges around that. That's how we make sure that we're going to be able to vaccinate as many Canadians as possible, as quickly as possible. On AstraZeneca, we have a contract for about 20 million doses this year, and we are looking forward to receiving a schedule on those doses, hopefully in the coming weeks. We will continue to work to get as many doses as possible, as quickly as possible for Canadians. Là-dessus, s'il vous plaît. Depuis les débuts, nous savions que nous devions signer des différents contrats avec des différentes compagnies pour assurer qu'il y ait de la résilience dans notre chaîne d'approvisionnement, pour s'assurer que s'il y avait des défis ou des délais ou même des blocages en quelques endroits, on allait quand même pouvoir livrer des vaccins pour les Canadiens. Et je peux souligner qu'aucun
des livraisons de vaccins n'ont été bloquées par l'Union européenne ou par les États-Unis ou par d'autres. Nous allons continuer de recevoir les vaccins qu'on a commandés. Et je peux rassurer les Canadiens à ce niveau-là. Je veux aussi souligner que par rapport à AstraZeneca, on a un contrat pour 20 millions de doses cette année. On espère qu'on va commencer à en recevoir bientôt de cette commande-là, mais nous attendons l'horaire de livraison, le calendrier de livraison le plus rapidement possible. Bonjour, M. Trudeau. Louis Blouin de Radio-Canada. Vous dites qu'il y a 3 ans, vous n'étiez pas au courant de l'existence d'allégations contre le général Vance. Qu'est-ce que vous dites aux Canadiens qui regardent ça, qui se disent comment le numéro 1 de l'armée peut-il être ciblé par des allégations et que le premier ministre ne soit pas au courant? Au final, est-ce que M. Sajjan et votre personnel n'avaient-ils pas l'obligation morale de vous le dire? Puis vous, est-ce que vous aimeriez pas être au courant d'informations aussi délicates que ça? D'abord, comme vous savez tous, c'est extrêmement important pour moi que quiconque qui sert dans nos forces armées ou qui travaille dans la fonction publique ou n'importe où au Canada ait un environnement de travail sain, sécuritaire et ait des moyens de faire des plaintes et de se faire entendre s'ils subissent de l'intimidation, de l'harcèlement, de l'agression. Ça a toujours été une priorité pour moi et c'est quelque chose que mon gouvernement a toujours pris au sérieux. On a mis en place de plus en plus de mesures pour permettre et un changement de culture et pour créer des ressources et des appuis pour des gens qui viennent à l'avant. Mais une chose qu'on n'a pas fait et qu'on ne devrait pas faire, c'est de donner à des politiciens la responsabilité d'enquêter sur des allégations eux-mêmes. On a toujours besoin d'avoir des processus indépendants, rigoureux, qui font des suivis sur des plaintes et des allégations. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette situation-ci. Le ministre Sajjan a encouragé, a dit à l'Ombudsman d'amener ces preuves et d'amener cette plainte-là à des instances indépendantes qui allaient pouvoir faire le suivi de façon rigoureuse. Et mon bureau était au courant qu'il y avait des plaintes qui avaient été dirigées vers des instances indépendantes, mais ces plaintes n'ont pas pu avoir de suivi parce que l'information n'a pas été donnée. I think everyone knows how important it is to me that women and men who serve in the Canadian Armed Forces, or anyone who works in the public service, or anyone who works in any workplace across the country, has a safe work environment and has the resources and the supports needed to come forward with any allegations of inappropriate or harmful behavior. That is something that we have taken significant steps on over the past number of years, but obviously there is much more to do, particularly given recent revelations about what's going on within the Canadian Armed Forces. The one thing that in all the different measures we've put forward to better respond to allegations and concerns is that we haven't given politicians themselves more tools to investigate allegations of malfeasance or wrongdoing. It's not for politicians to do that. It is for independent, rigorous authorities to follow up in the right way. And that's exactly what happened when the ombudsperson came forward to Minister Sajjan to highlight allegations that he had received about the Chief of Defence Staff. The Defence Minister, quite appropriately, said, I'm not the person who can investigate this. You need to go to the appropriate independent authorities who will follow up on this and take this very seriously. Our job as politicians is to make sure that these structures are there and that any allegations are taken seriously. This is what my office was aware of, that allegations were directed towards independent authorities. Now, it turns out that those independent authorities never received enough information to actually proceed with a full investigation, but that is something that is the right of people to come forward to who don't want to give more information. And we always have to walk that line very, very carefully, and as a government, we always have. When we first broke the story on these allegations against General Vance,
you and your office told us that you only learned of the allegations through our reporting. In fact, I think you may have said that in the House of Commons. But I think earlier this week or earlier on in the last few days, you yourself have since confirmed that your office did know 3 years ago of these misconduct allegations against Vance. So the first question is, why are we having such difficulty getting a straight answer on that issue? And then B, why 3 years ago? Why, it seems like your office, somebody turned a blind eye essentially to these allegations. On the contrary, David, 3 years ago, when the ombudsperson came forward to the minister and said, I have received allegations against the Chief of Defence Staff, the minister, quite rightly, directed the ombudsperson to the independent authorities who could follow up and create that investigation. My office was aware that there had been allegations that were directed to the independent authorities. The substance of those allegations, the details of those allegations were not known by my office. Now, 3 years later, as these events come forward with details of what those allegations are, I and my office learned about them through the reporting and the questions posed by the reporters at Global News. Il y a 3 ans, quand l'Ombudsman est allé voir le ministre de la Défense pour dire qu'il y avait des allégations contre le chef de l'état-major, le ministre a, de façon extrêmement appropriée et correcte, dit tu dois amener ça à des instances indépendantes qui ont la capacité de faire l'enquête sur des allégations pareilles. Mon bureau était au courant du fait qu'on a référé ces allégations directement à des instances, mais on n'était pas au courant des détails de ces allégations. Et quand les instances appropriées n'ont pas pu faire de suivi sur ces allégations parce qu'il y avait un manque d'information, l'enjeu n'a pas été revisité parce qu'il n'y avait pas eu de processus, il n'y a pas pu avoir de processus. Et donc, il y a quelques mois, quand, par le travail de Global, il y a eu plus d'informations sur ces allégations, c'était la première fois que j'en prenais conscience et que les gens de mon bureau en ont pris conscience des détails. Good afternoon, Marika Walsh with the Globe and Mail. Prime Minister, you keep saying in your responses to this that the minister and your government directed these allegations to the independent authorities, but the Privy Council office does not have oversight over the military. So why do you keep saying they were the correct body to send this to when they don't have oversight over them? Governor and council appointments, like the Chief of Defence Staff, have a line of responsibility that goes through the public service and indeed through the Privy Council office. We've seen a lot of discussions now about the appropriate investigative bodies either within the military or independent from the military, and these are all things that we're looking at very carefully in order to make sure that there are stronger processes in place to make sure that anyone who comes forward with allegations or concerns about misconduct of any type is properly heard, properly supported, and that we create a shift in the culture to make sure that these incidents aren't happening in the first place. And we have taken many, many steps since 2015, Marika, on delivering strengthened processes, better procedures in place. But obviously, there is more we need to do, and we will continue to do more. Évidemment, malgré tout ce qu'on a fait depuis 2015 pour augmenter les ressources et les façons de poursuivre des plaintes ou des préoccupations que les gens pourraient avoir, on a évidemment besoin d'en faire plus et nous allons en faire plus. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est tout le temps que vous avez avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. We'll now go back to questions in the room.